Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le président Pierre Nkurunziza a tout intérêt à se rendre au sommet des chefs d'État de l'EAC, prévu le 30 novembre à Arusha. C'est un clin d'œil de Faustin Ndikumana qui estime que le Burundi perd beaucoup avec la culture de la chaise vide adoptée par le pouvoir. Dans cette édition, nous ferons un petit détour dans l'histoire pour vous faire goûter un texte qui date de 50 ans pour son sens de rassembleur écrit par le commandant Martin Dayahodze, assassiné en 1972. Vous suivrez également le témoignage d'une femme victime d'un viol collectif à l'occasion des séjours dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Encore une fois, bienvenue au moment où le président Pierre Nkurunziza a indiqué qu'il ne prendra pas part au sommet des chefs d'État de l'EAC prévu le 30 novembre, arguant qu'il n'a pas assez de temps pour se préparer. Faustin Ndikumana de la PARSEM indique que rater de telles réunions est une perte énorme pour le pays. Il conseille aux chefs de l'État burundais de s'associer aux autres chefs de la région pour trouver ensemble une solution durable au conflit burundais du moment que le Burundi a accepté la médiation de la sous-région. Faustin Ndikumana. Je crois que le Burundais, nous devons cesser ce comportement de dire souvent des choses auxquelles on ne croit pas. Et cela a toujours des conséquences. Depuis que la crise burundaise a éclaté en 2015, je crois que je me souviens que tout le monde avait pris un engagement de dialogue, que ce soit le gouvernement et les partis politiques d'opposition. Il y avait même plusieurs tentatives et tout le monde avait accepté. Et le choix de la sous-région comme cadre de médiation à travers le président Museveni a été accepté par tous. Le président Museveni est lui-même venu à Bujumbura. Il a lancé son poste de dialogue à Kampala. Après, on a désigné l'ancien président Mukapa comme facilitateur. Donc, en appui au médiateur principal. Tous les protagonistes et tout le monde a accepté cette médiation et cette facilitation. Et je dois dire alors que il en va de l'engagement de ces chefs d'État de la sous-région qui ont pris cet engagement devant les Nations Unies et l'Union africaine. Cette initiative sous-régionale a été soutenue par plusieurs organisations internationales. Alors, je dois dire que si les chefs d'État ont pris l'engagement de faciliter dans le dialogue inter-burundais, ils doivent clôturer ce dialogue avec des résultats concrets pour aider notre pays à se stabiliser. Parce que en Burundi instable, les conséquences se répercutent dans la sous-région. Les réfugiés qui déferlent dans les pays membres causent aussi un coût d'entretien exorbitant et par rapport aux besoins exprimés par ces réfugiés dans les pays voisins, dans les pays d'accueil. Je dois dire que s'il y a un engagement de clôturer, de s'engager dans ce dialogue sera clôturé et ces chefs d'État doivent aussi se crédibiliser vis-à-vis du monde. Je crois que le gouvernement du Burundi devrait vraiment répondre à cette invitation et le président lui-même devait aller et s'entretenir avec ses homologues de la sous-région. C'est en famille, la sous-région, et c'est comme si le linge sale était en train d'être réglé en famille. Je crois bien que il en va de la diplomatie burundaise pour ne pas être en crise diplomatique avec toutes les organisations, Nations Unies, Union africaine, Union européenne, et ça causerait un isolement total de notre pays si la sous-région aussi venait à ne plus être en diapason avec le gouvernement du Burundi. Martin Dayahodze, c'est un nom certainement inconnu de la plupart des Burundais. Et pourtant, c'est un homme considéré par ceux qui l'ont connu et qui le connaissaient aujourd'hui comme l'un des modèles à suivre, surtout dans le contexte actuel. Pour cause, ses actes, ses discours, ses écrits de son vivant. C'est le cas de l'éditorial inoubliable publié dans le journal du Peuple. Tenez-vous bien, le 25 novembre 1967, il y a donc 50 ans. Un texte que certains qualifient de prémonitoire. Voici un extrait de l'éditorial. Il vous est livré par Franck Kadze. D'emblée, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que c'est la classe aisée qui renferme le virus du tribalisme. Effectivement, le mal vient d'en haut. Ce sont des cadres peu méritants qui, pour se maintenir ou se hisser à certains postes convoités,
ont besoin de pistons, d'astuces et d'artifices. Ce sont aussi certains responsables insatiables qui, pour faire aboutir leurs ambitions inavouables, font de la division ethnique une stratégie politique. Alors, s'ils sont Tutsis, ils dénoncent au besoin avec complot tactique à l'appui un péril Hutu à contrer. S'ils sont Hutus, ils dévoilent un apartheid Tutsi à combattre. Et cela s'orchestre avec une mise en scène diabolique pour que le sentiment prenne le pas sur la raison. Et puis, il s'avère aussi que le tribalisme provient aussi d'un sous-développement intellectuel. En effet, dans notre pays, nous comptons beaucoup de demi-lettrés et de faux intellectuels. Et ce sont ceux-ci qui, peu sûrs de leurs valeurs intrinsèques, incapables d'affronter un jeu franc, cherchent à parvenir à leur visée par des biais malhonnêtes. Dans leur escorte, nous trouvons les maîtres de la démagogie délirante, de la vigilance tapageuse et du militantisme d'applaudissement. Martin Dayahodze a été assassiné en 1972. Il était commandant de l'armée burundaise. À l'occasion de cette période de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, nous vous proposons de suivre le calvaire vécu où vivent les femmes et les filles burundaises liées à la violence sexuelle commise par les agents de la police, des militaires et de la milice Imbonerakure. Une maman qui a été violée au mois de juin en 2015 par des policiers et des Imbonerakure dans l'une des zones de la mairie de Bujumbura. Nous l'appelons dans son témoignage Nahiman. Non seulement Nahiman a été violée, mais aussi elle a subi une mutilation de sa partie génitale par ses bourreaux. Écoutez son témoignage. Quand j'ai commencé à crier, ils m'ont frappé avec une crosse de fusil dans le dos. Je suis tombé. Ils m'ont tiré vers le salon. J'ai dit à mon enfant, va dans la chambre, il ne m'arrivera rien. Moi, je voulais sauver mon enfant, même s'il devait me tuer. Il y avait une porte extérieure en grillage et la porte intérieure. Quand les voisins ont vu le policier, ils ont fui dans leur maison. L'enfant s'était enfermé. Et c'est le policier du nom de Ndaï Kengurukiye Léon qui m'a violé avec une telle violence que j'ai cru qu'il avait attaché un bout de bois sur son sexe. Après Ndaï Kengurukiye, c'est Richard qui a pris le relais, un Imbonerakure qui s'occupait surtout de la garde de l'administrateur communal de Buiza qui s'appelait Ngerageze Espérance. Ensuite, il y a eu 2 autres et j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas comment ils sont repartis. J'ai juste entendu mon enfant crier « Ils ont tué ma mère !» Je l'entendais de très loin. Ils m'ont laissé comme ça, toute nue. Et quand l'enfant est sorti, il m'a trouvé les jambes écartées en criant « Ils ont tué ma mère !» C'est une voisine congolaise qui m'a couverte avec des pagnes. On m'a ensuite amenée à la maison médicale. Nahiman a dit que même si elle a parvenu à fuir, elle n'a pas les moyens pour se faire soigner, étant donné qu'avant qu'elle ne soit violée, elle a été battue à l'aide d'une crosse de fusil, ce qui lui cause des douleurs intenses au niveau de ses hanches. Elle marche grâce à des appareils qui soutiennent son dos. Nahiman n'a pas encore eu des frais pour consulter un gynécologue pour soigner les séquelles de la mutilation qu'elle a subie. C'est très dur. Une partie de mon sexe a été coupée. Le médecin a sursauté quand il a constaté une blessure dans mon sexe. Je ressens toujours des pics extrêmement douloureuses. Je ne suis pas traité. Je sors tout le temps du liquide. Tout ce que je fais, c'est rester propre. Je fais tout pour ne pas en parler aux gens. Mais j'ai eu tellement mal. J'ai été tellement malade. J'ai gardé secret ma souffrance, surtout que nous, les Burundaises, nous sommes très discrètes sur certaines choses. Je n'osais pas le dire, mais j'ai tellement souffert que j'ai été obligé de le dire au médecin. Même dans le dos, il y a une partie où j'ai l'impression qu'il y a du pus. Parfois, quand je marche, je sens comme un abcès plein de pus. C'est comme ça que je me sens. Ce n'est pas facile. J'ai besoin de soins. Je suis allé à Kigali et on m'a dit qu'ils m'ont cassé 3 côtes. On m'a dit qu'à l'hôpital Roi Faisal, on soigne ça, mais tu dois payer 8 millions. Mais il n'y a personne pour me payer tout cet argent.
Je suis revenu pour en parler aux médecins qui m'ont rétorqué « Alors, reste à la maison ». C'est ainsi que je suis juste là. Je ne prends aucun médicament. Je n'ai encore consulté aucun gynécologue. J'ai trop mal. Page internationale pour clore ce journal. L'enquête appelée Congo Files vient de dévoiler en éléments essentiels étayant les soupçons sur le rôle des autorités congolaises dans l'assassinat de 2 experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaïda Catalan. C'est une fuite de documents internes de l'ONU qui a poussé les experts de l'ONU à s'interroger sur la possible responsabilité de Kinshasa dans cette affaire. Le point avec Thierry Biglinda-Abzi. Un an et demi après la mort de Michael Sharp et Zaïda Katala, 2 experts de l'ONU, alors qu'il enquêtait sur les exactions des autorités congolaises et des miliciens Kamwina Nsapu dans la province du Kasaï central, continue d'évoquer une affaire non résolue et le jet trouble des autorités congolaises. L'enquête appelée Congofile, menée par la Radio France Internationale, Le Monde, Foreign Police, Sadech Zeitung et la télévision suédoise SVT sur la base d'une fuite de documents internes de l'ONU publiée ce mardi 27 novembre montre que les divers enquêteurs onusiens envoyés sur place s'interrogent sur le rôle de Kinshasa dans cette affaire. Leur doute est fondé sur le fait que les conditions d'enquête sont de plus en plus difficiles. Pas d'internet, peu d'eau, des militaires congolais qui restreignent leur déplacement et nuisent à leur travail. Dans son rapport interne des experts de l'ONU, ils disent avoir rencontré le responsable congolais de l'Agence nationale des renseignements et montrent sa position extrêmement défensive et ses griefs à l'encontre des experts onusiens. L'autre élément, pas des moindres, qui renforce le soupçon du pouvoir de Kinshasa, c'est une vidéo de l'exécution de Michael Sharp et Zaïda Katala qui a été obtenue par les enquêteurs juste avant que les autorités de Kinshasa la diffusent à la presse congolaise. Dans les notes confidentielles, les enquêteurs de l'ONU croient avoir reconnu la personne qui filme et parle sur la vidéo. Ils croient que c'est un certain Jean Bosco Mukanda. Ce dernier, c'est lui qui a permis aux enquêteurs de retrouver le corps des 2 experts le 27 mars 2017. Il semble avoir des liens avec les miliciens Kamwina Nsapu et les autorités congolaises. Il semble aussi avoir tout vu et tout su. Il a été arrêté par l'armée congolaise l'année passée et il sera libéré sans plus d'explications. Ces enquêteurs soupçonnent que l'armée congolaise, avec l'aide de Jean Bosco Mukanda, ont produit cette vidéo dans le but de charger les miliciens Kamwina Nsapu du meurtre de ces 2 experts onusiens et ainsi disculper les autorités de Kinshasa. Eh bien, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.